Il existe sous nos pieds des mondes insoupçonnés qui s'épanouissent à l'abri des regards. Ces royaumes minuscules, mais dotés de grands pouvoirs, renaissent invariablement à chaque début de printemps. Après 5 mois d'hibernation dans l'obscurité la plus totale, une fourmilière reprend doucement vie, sans se douter encore des défis qui l'attendent pour survivre une saison de plus, comme l'ont fait leurs ancêtres pendant 120 millions d'années. Dans un petit hameau de l'ouest de la France, la douceur printanière réveille une nature foisonnante. C'est dans le jardin de cette maison en pierre, comme dans tous les jardins du monde, qu'une colonie de fourmis a décidé de s'installer 12 ans auparavant. Ce petit groupe de Formica rufibarbis, qui a hiberné proche de la surface, est le premier à bénéficier du redout. Et au milieu des autres, cette jeune ouvrière, la 3602e, née l'année dernière. Elle était alors trop jeune pour affronter le monde extérieur. Mais cette année, sa première mission l'a conduite enfin au grand air. Elle et ses sœurs doivent se gorger de soleil. Après ces longs mois d'immobilité forcée, le petit corps de 3602 se réchauffe. Et une fois le plein d'énergie fait, elle replonge dans sa cité, encore pétrifiée par le froid. Elle ramène avec elle la précieuse chaleur du soleil. C'est une grande responsabilité. Car les fourmis qui se sont endormies dans les profondeurs ne pourront pas se réveiller seules. Comme un petit radiateur mobile, 3602 diffuse à chaque pas un peu de la chaleur qu'elle a emmagasinée. Et la magie opère. Articulation après articulation, les corps se dégrippent. Les cerveaux se réaniment. Sans perdre de temps, 3602 s'enfonce jusqu'au centre névralgique de la fourmilière, la chambre royale. Car la reine est à la fois la fondatrice et l'avenir de la colonie. Fécondée une seule fois pour toute sa vie, c'est elle, et elle seule, qui a donné et donnera naissance à toutes les fourmis qui vivent ici. Aussitôt réveillée, sa cour n'a qu'une seule préoccupation,
veiller à ce qu'elle ne manque de rien. Au milieu de ce petit groupe, une jeune ouvrière se met en action. C'est la 4813e à être née l'an dernier. Dans quelques semaines, elle sera aux avant-postes pour recueillir et protéger les premiers œufs de l'année. Dans toute la cité souterraine, la belle mécanique printanière se met en marche. Chaque fourmi réveillée par ses pairs remonte faire le plein de chaleur et le relais de bouillotte à 6 pattes s'organise. En quelques heures à peine, le silence et l'immobilité laissent place à une activité intense. C'est le premier exploit des Ruffibarbis. Se relever en quelques heures de 5 mois de coma. Et reprendre le travail comme si rien ne s'était jamais arrêté. Chaque année, depuis la nuit des temps, la méthode fait ses preuves. Les fourmis ont même côtoyé les dinosaures. Mais grâce à leur résilience, elles n'ont pas connu d'extinction. Après chaque hiver, le chantier est titanesque. Et pour une efficacité maximum, à chacune sa mission. Une équipe pour rénover et aménager les galeries. Une autre pour restaurer le réseau de ventilation. Et une dernière pour évacuer les victimes de l'hiver. Pour éviter les maladies, les cimetières sont aménagés à l'extérieur. Chez les fourmis, rien ne se fait seul. La clé du succès ici, c'est le collectif. Et pourtant, au milieu de cette activité frénétique, certaines fourmis s'obstinent ardemment à ne rien faire. Mais dans cette société ultra structurée, même celles qui ne font rien occupent un poste. Elles sont réservistes. En cas d'attaque ou d'imprévu, elles seront en pleine forme pour réagir avec force. Cette organisation millimétrée a un but très précis. Tout doit être prêt quand la température atteindra 25 degrés. La reine pondra alors son premier œuf. Tous ces sujets s'activent autour d'elle sans qu'elle ne donne aucun ordre. Chacune de ses filles sait quoi faire. Alors, quel est le secret de cette organisation si parfaite ? Ce mystère est invisible à nos yeux. Et pourtant, il emplit l'air et tapisse les sols. Ce sont les phéromones. Des milliers de petits messages codés. Objectifs, plan d'attaque, obstacles, urgence. Tout se trouve dans ces millions d'hormones volatiles qu'elles captent à l'aide de leurs antennes. Ces appendices sont leurs organes sensoriels le plus important. À la fois nez et main, il leur permet d'appréhender leur environnement de façon extrêmement précise. Et pour que le message soit bien clair, 3602 et ses sœurs en prennent le plus grand soin. Bien que minuscules,
Son cerveau est un bijou de technologie qui renferme 100 milliards de connexions neuronales. C'est l'un des secrets de sa capacité d'organisation et d'adaptation. Et de l'adaptation, il va lui en falloir pour affronter sa nouvelle mission, la quête de nourriture. Dehors, la nature printanière offre aux fourmis affamées une myriade de repas potentiels. Pour les ouvrières, c'est le moment de refaire les stocks. « 3602, elle, fait ses premiers pas dans un monde qui lui était jusque-là totalement inconnu. À peine sortie, elle est submergée d'odeurs exotiques, de formes et de vibrations mystérieuses. Et cette lumière intense, ses yeux doivent s'y habituer au plus vite. Première étape, cartographier les lieux et identifier les meilleures réserves de nourriture. Déjà, l'immense maison de pierre est le phare qui guidera son retour. Très vite, elle s'aventure dans une jungle d'herbes impénétrables. Quand on ne mesure que 10 mm, franchir ce rempart végétal est une véritable expédition. Mais il ne faut pas se fier à sa petite taille. 3602 possède des super pouvoirs. Ce mini-bolide est capable de se déplacer à près de 40 cm par seconde. Si elle faisait la taille d'un humain, elle foncerait allègrement à plus de 400 km/h. En chemin, elle aperçoit au loin une gigantesque maison de bois. Un autre repère. Mais la piste semble la contourner prudemment pour s'enfoncer dans une forêt de plantes aux formes extravagantes. Tel est son territoire, gigantesque, multiple et riche de vie. Les yeux aux aguets, les antennes déployées, tous ces outils de navigation sont mobilisés. 3602 cherche les indications olfactives laissées par ses pairs. Pas facile au milieu de toutes ces odeurs nouvelles. Enfin, en voilà une, pleine de promesses. Ces grosses gouttes de sève sont gorgées de sucre. Le meilleur des carburants pour une fourmi. Pour une première sortie, la récolte est belle. Dans la plante voisine, 3602 fait une nouvelle découverte. Sur une tige, un troupeau de pucerons suce la sève du végétal avec avidité. D'instinct, elle s'approche des minuscules insectes
et leur tapote le derrière. En digérant la sève, les pucerons rejettent un nectar extrêmement nourrissant dont les fourmis raffolent, le miella. Plus haut, une autre gourmande a repéré les pucerons. Cette coccinelle en ferait bien son festin. Mais le troupeau est en fait un élevage gardé par des bergères d'une autre colonie. L'occasion est trop belle, et la coccinelle s'y risque quand même. Une gardienne repère le loup dans la bergerie. Voilà déjà une intruse en moins. Et quitte à faire le ménage, les bergères chassent aussi 3602 sans ménagement. La chute est vertigineuse. 150 mètres de vide en équivalent humain, presque un immeuble de 50 étages. Mais son exosquelette est à toute épreuve. Elle est si légère que sa vitesse de chute reste faible. Les deux cumulés rendent l'impact indolore. Quelques mètres plus loin, au détour d'un brin d'herbe, des phéromones indiquent une autoroute odorante, mais à peine s'est-elle insérée dans la circulation qu'on signale un ralentissement. Un escargot traverse la chaussée. Le gros et lent gastéropode ferait un morceau de choix. Aussitôt, une de ses congénères se jette dessus. Mais le mollusque a plus d'un tour dans sa coquille et sécrète aussi sec une mousse défensive qui empêche quiconque de s'en approcher. Pour le festin gratuit, il faudra repasser. Cependant, tout n'est pas perdu. La traînée de bave laissée par l'escargot est bourrée de nutriments. Et les fourmis affamées ne laissent pas passer l'occasion. Suivie de près par ses sœurs, 3602 rentre chez elle, pleine de miella et de sève. À peine arrivées, les livreuses de repas s'empressent de distribuer aux autres habitantes le fruit de leur collecte. De la délicieuse bave d'escargot. Si elles ne ramènent pas toujours de nourriture dans leur mandibule, les fourmis possèdent un jabot. Cette poche intérieure leur permet de régurgiter ce qu'elles ont récolté pour nourrir leurs comparses restés sous terre. Mais en absorbant et en partageant les sécrétions du gastéropode, les fourmis viennent, sans le savoir, d'ouvrir la porte de la cité à un ennemi invisible qui attendra patiemment son heure pour agir. « 3602 a gardé ses dernières rations de miella pour 4813 et surtout pour la reine, dont l'objectif ultime arrive à grands pas. Le printemps fait bientôt place à l'été. Ainsi passent les semaines. Et un beau jour, autour de la reine, les signes ne trompent pas. « 4813 reconnaît les mouvements annonciateurs. Elle redouble alors de caresses pour stimuler la souveraine. Et enfin, le premier œuf apparaît, qu'elle recueille le plus délicatement possible.
c'est un moment décisif pour la colonie. De ce petit corps royal sortent des dizaines de futures nurses, ouvrières, soldates. L'avenir de la colonie est contenu tout entier dans ces petits joyaux translucides et vulnérables. Pour 4813, la responsabilité est immense, car le moindre changement de température, la moindre intrusion brutale pourrait les détruire. La chambre royale et les nurseries sont désormais un coffre-fort qu'il faudra fermer à double tour pour les semaines à venir. À l'intérieur, comme souvent chez les fourmis, tout va très vite. En quelques jours, les œufs donnent naissance à des larves. À ce stade, les nouvelles venues sont encore totalement dépendantes de 4813 et ses sœurs, qui les nettoient, les déplacent au gré de la température et les nourrissent en permanence. Mais le couvain des Rufibarbis est un trésor bien convoité. Dans le jardin de la maison de bois, une autre tribu attend depuis longtemps son arrivée. Armure orange, mandibule en forme de sabre, ici vivent les Polyergus, de véritables machines de guerre. Pour elles, les tâches bassement matérielles sont bien trop coûteuses en énergie. Fort heureusement, elles ont résolu le problème. Elles pillent le couvain des colonies voisines pour le transformer en esclaves. Ainsi, elles peuvent se prélasser sous terre, tandis que leurs servantes assument le fonctionnement de l'Empire. Et leurs esclaves, ce sont justement des Rufibarbis. Tantôt volés chez la colonie de la Maison de Pierre, tantôt dans les postes avancés du potager septentrional. Et si elles obéissent si bien, c'est qu'en naissant ici, elles ont été imprégnées du passeport olfactif de leur nouvelle colonie. Ironie du sort, ce sont également elles qui s'occupent de la reine qui mettra au monde leur future maîtresse. Et pour combler ces royales attentes, il faut de nouvelles forces vives. Une expédition est donc lancée. La tactique est toujours la même. Envoyer une délégation d'éclaireuses, repérer une cible et tracer une piste pour le reste de la colonie. Ensuite, viendra l'assaut collectif, le raid. Il a lieu chaque jour à 17h précises. Mais seulement quand le soleil est de la partie. Car elles aussi ont un super pouvoir. Grâce à des yeux spéciaux, elles sont capables de polariser la lumière et de déterminer sa direction. Comme une sorte de boussole. Ainsi, elles avancent en zigzag jusqu'à trouver une colonie de futurs esclaves et pourront tracer une piste en ligne droite parfaite pour guider leur armée. Et bientôt, l'entrée de la fourmilière de la Maison de Pierre est en vue. Mais à cet instant, une Rufibarbis croise leur chemin, immédiatement rejointe par d'autres. Elles connaissent ces ennemis redoutables.
Mais grâce à leurs mandibules acérées, les esclavagistes sont des tueuses professionnelles. La lutte est inégale. Heureusement, un autre bataillon mené par 3602 a capté des phéromones d'alerte et se lance à l'assaut des intruses. Les renforts sont décisifs. Pas une éclaireuse Polyergus n'en réchappe. Aucune information, aucun plan d'accès ne sera rapporté à l'ennemi. Cette fois, les Ruffibarbis l'ont emporté. Fascinante mobilisation de ce petit bataillon d'insectes sans chef, capable d'une réactivité plus collective et plus immédiate qu'une armée dirigée. Chez les fourmis, l'union fait la force. Mais il existe pourtant un ennemi capable de rompre les liens les plus solides. Le mal pernicieux qui s'était répandu parmi les ouvrières s'apprête à frapper. La douve du foie sort de l'ombre. Ce ver parasite a un cycle de vie hors du commun, qui commence et se termine dans le foie d'un mouton en passant par plusieurs hôtes. Et pour le mener à bien, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut d'abord sortir du mouton par la seule issue possible, les excréments. Ensuite, profiter du passage d'un escargot pour se faufiler dans son estomac. C'est là, et uniquement là, qu'il pourra se transformer en larve. Mais il faut maintenant revenir à la case départ. Et comme les escargots ne sont pas le plat favori des moutons, il faut ruser. En se laissant avaler par les fourmis, le parasite opère alors son plus grand tour de magie. Prendre le contrôle de leur cerveau. Et les obliger à être son vaisseau de retour vers le foie du mouton. Le temps d'ajuster les boutons de commande, et c'est parti. Depuis son poste de pilotage, la douve force l'ouvrière à se diriger en haut d'un brin d'herbe et à y planter ses mandibules. Pour la malheureuse fourmi, impossible de bouger. C'est la fin de journée. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Les moutons ne devraient plus tarder. La boucle est bouclée. Le cycle va pouvoir recommencer. Les chanceuses qui n'auraient pas été ingurgitées sont relâchées. Mais ce répit ne durera que jusqu'au lendemain soir, où les douves recommenceront leur stratagème diabolique.
Alors que toutes sont rentrées, une ouvrière s'est égarée. Elle s'enfonce dans un océan d'odeurs inconnues, dans la mauvaise direction. Et une fourmi sans colonie est une fourmi vouée à mourir. Au bout du jardin, le potager est devenu un supermarché. Il attire de nouveaux voisins et c'est tant mieux. Car pour nourrir les larves affamées, l'urgence n'est plus le sucre. Il faut de la viande. Larves, chenilles, dépouilles d'insectes, il n'y a qu'à faire ses courses. 3602 est désormais une chasseuse hors pair. Mais entre deux salades, elle tombe nez à nez avec une énorme masse gluante encore inconnue. Pour la fourmilière, la prise serait belle. Mais elle est bien trop grande pour une seule paire de mandibules. Face à ce colosse, les assaillantes possèdent une arme chimique dévastatrice, l'acide formique. Du bout de leur abdomen, elles projettent le liquide corrosif sur le pauvre mollusque. La victoire est à portée d'antenne. Mais la limace, elle aussi, maîtrise l'art de la chimie. Elle sécrète un liquide gluant qui colle aux pattes des assaillantes. Il faut rapidement trouver une nouvelle stratégie. 3602 dépose de la terre sur ce morceau de viande récalcitrant. Petit bout par petit bout, les chasseuses neutralisent l'effet glu et libèrent leurs pattes prisonnières. Épuisée, brûlée par l'acide, la limace rend les armes. C'est une belle victoire face à ce monstre gigantesque. Le propriétaire de ces salades n'en a rien vu, mais les Rufibarbis viennent de lui rendre un fier service. Ces héroïnes miniatures vont cependant devoir faire face à un nouveau danger. Au cœur de l'été, le soleil brûlant assèche la terre. Les ressources et l'eau commencent à manquer. Et les dernières gouttes du précieux liquide sont prises d'assaut. Toujours en mouvement, 3602 multiplie les allers-retours pour maintenir hydratées celles qui ne sortent pas. Car dans le couvain, l'avenir de la colonie prend forme.
Les larves sont devenues des cocons et nécessitent un soin constant de la part de 4813 et des autres nourrices. Une fois sa tâche accomplie, 3602 s'offre un repos bien mérité. De toute façon, il fait trop chaud pour travailler. Chez les fourmis, on dort 5 heures par jour. Mais il est impensable de stopper l'activité de la colonie aussi longtemps. Alors, elles ont opté pour des micro-siestes. 1 minute de sommeil toutes les 6 minutes, 250 fois par jour. Mais pour cette fois, le repos devra attendre. Ces vibrations, 3602 les a déjà ressenties l'année dernière. Et elles ne présagèrent rien de bon. S'il amène avec lui l'eau tant attendue, l'orage est aussi synonyme de danger. Même si la fourmilière est construite pour résister aux pluies, les dégâts sont inévitables. L'eau s'infiltre et ruisselle dans les grandes avenues de la cité. Le trésor de la colonie est menacé. Les messages chimiques fusent. Le couvain doit être déménagé. 4813 est l'une des premières à s'activer. Elle connaît bien le plan d'évacuation. En ordre et sans embouteillage, les cocons sont transportés vers le caisson étanche. Le bien le plus précieux de la cité est sauvé. Même si la fourmilière va nécessiter quelques travaux de rafraîchissement, les rufibarbis de la maison de pierre s'en tirent à bon compte. Dans le jardin de la maison de bois, chez les Polyergus, c'est le désastre. La colonie a subi de lourdes pertes. Surtout les esclaves, plus exposés aux intempéries car toujours en chasse pour leur maîtresse. La reine et sa cour manquent cruellement de valets pour les nourrir.
l'Empire est en danger. Il y a urgence à retrouver des forces vives. Heureusement, le soleil est revenu. Une délégation d'éclaireuses peut donc partir immédiatement en repérage. Et cette fois-ci, l'échec n'est pas une option. Pour la première fois depuis 9 mois, les Amazones regroupent leurs forces à l'extérieur. Il est 17h, l'heure de la rafle. Ivres de phéromones guerrières, les troupes entrent en frénésie. Le bataillon d'éclaireuses revient enfin. L'information se diffuse dans les rangs et le raid est lancé. La piste olfactive est toute tracée. Le but est clair. Plus rien ne peut détourner l'armée rouge de son objectif. Et mieux vaut ne pas se mettre en travers de sa route. Elles atteignent rapidement le jardin de la maison de pierre. Et les portes de la cité Rufibarbis se dévoilent. En un éclair, les Polyergus s'engouffrent dans la fourmilière. Mais les Rufibarbis ne comptent pas se laisser faire. L'alerte est lancée et la résistance s'organise. Les bataillons de réservistes sont mobilisés et répondent aussitôt à l'appel. La marée rouge se heurte à un mur de mandibules acérées, prêtes à défendre coûte que coûte la citadelle. Mais les Polyergus sont des combattantes d'élite. Elles diffusent des phéromones qui décuplent leur férocité et soufflent un vent de panique chez les ennemis. Les Rufibarbis sont démunis. Pour survivre à cette attaque, une seule option possible. L'exode. Au plus profond de la colonie, la rumeur se répand. La bataille est perdue. 4813 et ses sœurs appliquent le protocole d'urgence. Protéger la reine et sauver ce qui peut l'être. Déjà, les esclavagistes s'infiltrent dans la salle du couvent. Sans aucune hésitation,
3602 jette ses dernières forces dans la bataille. Mais elle est bien trop seule. Le champ est libre. Les assaillantes s'emparent du trésor, tant convoité. Leur victoire est totale. Elles emportent avec elles leurs ouvrières, leurs nurses et leurs chasseuses de demain. Le lendemain, le jardin de la maison en pierre a retrouvé son calme. À première vue, rien ne laisse entrevoir le drame qui s'y est déroulé. Sous terre, la cité porte de profondes stigmates de la veille. Mais chez les fourmis, on ne prend pas le temps de compter ses morts. Déjà, les premières ouvrières réinvestissent leur forteresse endommagée et se remettent au travail. La reine a repris ses fonctions et redouble d'efforts. Il n'y a pas de temps à perdre. Les pertes sont considérables. Parmi elles, 3602, tombés au combat pour la colonie. Mais son sacrifice est loin d'être vain, car en donnant sa vie, elle a participé à en créer de nouvelles. « 4813 n'a toujours pas lâché son petit sac de toile. Et il était temps qu'elle revienne. Un bruit qu'elle reconnaîtrait entre mille s'échappe du cocon. Il lui indique qu'il est prêt pour entamer sa nouvelle vie. Avec la plus grande délicatesse, 4813 libère sa petite sœur. « 9508 ne porte pas encore les couleurs des Rufibarbis. Mais dans quelques jours, elle sera une fourmi parmi les autres. Une fois de plus, la colonie de Rufibarbis a surmonté tous les défis. Ni les tempêtes, ni les invasions, ni les ennemis invisibles n'en sont venus à bout.
Invariablement, par l'addition de ces milliers de capacités individuelles qui agissent dans un seul but commun, elles se sont adaptées, ont bâti, chassé pour survivre à cette saison, comme le font les fourmis partout dans le monde depuis plus de 120 millions d'années.